Comment est-il possible que, avec des chiffres et des statistiques, alors bon, on nous a dit qu'on pouvait faire toutes sortes de choses selon de quelle manière on les étudiait, mais comment est-ce que c'est possible qu'on ait pu nous faire croire le contraire de ce qui semble être la réalité? Du coup, statistiquement, je vais peut-être répondre en premier. Les statistiques, une statistique, c'est quoi? En fait, c'est un chiffre avec un pourcentage la plupart du temps. J'aime bien dire que les statistiques n'ont pas de pouvoir signifiant. Ça veut dire, bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire 12%? Est-ce que c'est plus ou moins bien que 48%? Bah, on n'en sait rien. Ça n'a pas c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut avoir des moyens de comparaison. Et surtout, il faut savoir d'où le chiffre vient. Une statistique, c'est un comptage. Pour avoir une statistique, il faut décider de compter quelque chose. Et pour compter quelque chose, il faut deux choses. Il faut une définition. Il faut dire c'est cet objet-là que je vais compter. Et deuxième chose, il faut dire quels sont les moyens que je mets en œuvre pour compter ce truc-là. Et c'est la personne qui décide de la définition et de la manière de compter qui décide déjà de la statistique finale, qui est les résultats de ces deux éléments. Mais donc, quand on est dans une période où il y a un dogme, c'est-à-dire quelque chose qui passe au-dessus de toute notion scientifique et de raison, en plus motivé par la peur ou d'autres choses, eh bien, on décide d'une définition qui n'a pas de sens et qui n'est pas scientifique, et on met en place des moyens de comptage qui sont pourris, ce qui donne des statistiques qui reflètent juste ce qu'on a envie de compter. Et de toute façon, les statistiques ne peuvent être le résultat que de trucs qu'on a envie de compter. Le Covid-19, c'est quoi? C'est un concept qui n'a pas le moindre sens, mais que tout le monde s'est mis à compter en même temps et toute la société s'est organisée pour compter ce machin qui s'appelle Covid-19 et qui n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est intéressant, juste quand on est statisticien ou qu'on est un peu confronté aux statistiques, on sait à quel point c'est extrêmement difficile d'obtenir un chiffre et que ça prend des années, des organisations pas possibles pour réussir à faire une statistique. Là, du jour au lendemain, on a annoncé il y a le Covid-19 qui arrive et on a vu débouler tout un tas de sites avec des graphiques dans tous les sens où tout était prêt pour nous balancer l'histoire Covid-19. Rien que ça, quand on a fait de la statistique, ça devrait nous interpeller en disant ça va pas. On ne peut pas organiser le monde entier à compter du Covid-19 pour avoir des graphiques et se dire que ça se fait du jour au lendemain. Ça ne va pas. Donc c'est ça, ce qui a été mis en place, c'est ça, c'est un concept, un comptage organisé pour raconter une histoire écrite à l'avance, on va dire, mais où les statistiques ne sont que le reflet de ce que l'on pensait déjà. Et donc c'est ça finalement la statistique Covid-19, c'est d'une organisation d'un comptage au service d'un narratif. Voilà, je m'appelle Philippe Séguesser, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin. Merci infiniment pour l'éclairage, ce double éclairage, cet éclairage complémentaire d'une crise qui, de toute évidence, n'est pas que sanitaire, en admettant qu'elle le soit. Et je ne sais pas par quel biais il faut justement considérer qu'elle soit sanitaire. En tout cas, ce qu'on comprend là, c'est qu'il ne s'agit pas véritablement du virus. Le problème sanitaire se trouve ailleurs. Et je m'interpelle beaucoup sur la question des médecins. Où sont les médecins dans ces situations-là? C'est pour dire que effectivement, cette population-là devrait être intéressée par les discours, en particulier de Pierre Chaillot, puisque Pierre Chaillot a cette qualité d'être extrêmement rigoureux dans sa manière d'analyser les choses. Il est statisticien, mathématicien. Il reprend en plus de ça les chiffres officiels. Et la première question que j'aurais envie de lui poser, c'est où sont les chiffres suisses? Alors je présente mes excuses à toute l'Assemblée sur mon tropisme français. Il se trouve que la France a juste une population plus grande, ce qui fait qu'il y a beaucoup de statistiques que l'on voit mieux, juste à cause de plus il y a de monde et plus les statistiques se voient. En revanche, en Suisse, sur le problème de fertilité, je ne l'ai pas montré, j'aurais dû d'ailleurs ce soir, l'effondrement de la fertilité, elle se voit de manière extrêmement forte en Suisse, hein, sur les chiffres. La question où sont les médecins, elle est intéressante. On a quand même vécu une période qui continue d'ailleurs, où on a tout un tas de médecins qui se masquent maintenant pour recevoir des patients, et même un certain nombre d'entre eux demandent aux patients de faire un test avant de venir. Voilà, pour être sûr qu'ils ont un patient pas malade en face d'eux. Mais mais c'est véridique, hein, voilà.
Voilà. Donc je pense qu'il y a tout un tas de gens qui devraient changer de vocation aujourd'hui. Ce sujet, tu veux peut-être rajouter un truc? Je pense que la question principale, effectivement, en fait, on nous a focalisé, comme Pierre parlait de ça pour la statistique, mais finalement, ce qui est dans un monde médiatique, finalement, ce qui est réel, c'est ce qui est montré. On nous a focalisé sur la question sanitaire, mais ce n'est pas une question sanitaire, c'est une question politique, c'est une question de contrôle des populations. C'est réellement une question, enfin, moi c'est le domaine que j'étudie, c'est le domaine des idéologies politiques et des formes politiques. Eh bien, c'est vraiment la question de la forme politique contemporaine qui, en quelque sorte, est dissimulée et avance par furtivité. C'est la question de l'ingénierie sociale. Dans un autre livre qui traitait de George Soros et de ses réseaux, j'avais montré l'influence de Karl Popper, et Karl Popper parlait d'ingénierie sociale progressive, par palier, qu'il reprochait, lui, à son époque, aux bolcheviks, d'avoir fait une ingénierie sociale trop brutale pour changer la société. Et il dit, il faut induire les choses, plus, il faut transformer progressivement la société. Et en fait, c'est ce qui se passe quand vous voulez créer une forme de gouvernement mondial, ou de ce qu'ils appellent d'ailleurs, ils n'avancent jamais frontalement, on parlait de gouvernance mondiale. Gouvernement, c'est trop direct, donc ce sera une gouvernance. C'est toujours, il faut arriver à pas feutrer. Il faut arriver à progressivement vous avoir amené à une situation de laquelle finalement vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et sur la question des médecins, oui, c'est la question à chaque époque, finalement, il y a chaque type de société, de forme politique assez claire. Dans la nôtre, eh bien, les médecins, dans une forme biopolitique, les médecins jouent un rôle central d'application de ce qui est, comment dire, conçu ailleurs. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit finalement à d'autres époques, c'est pour ça qu'on tape par exemple constamment sur l'Église, parce que l'Église n'a plus de rôle sur la société au même point qu'elle avait avant. À une époque, ça aurait été les médecins sont à notre époque pendant le Covid, on a vu ça, c'était la caste de prêtres. Mais au niveau presque de l'ancienne Égypte, c'est vraiment, il faut vraiment s'incliner. Et ils ont un savoir. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas plus esclave, pas plus déraisonnable que l'esclave de la raison. C'est-à-dire que on est dans une époque où on pense qu'on comprend tout. Et donc chaque humain est formé, en tout cas dans les sociétés occidentales, à croire que parce qu'il a accès à l'information, eh bien, ou à des informations qui sont présélectionnées pour lui, il a accès à la compréhension des choses. Mais non, en fait. Et donc, du coup, c'est très difficile de faire comprendre finalement à une masse de gens qui pensent qu'elle est informée, qu'elle est désinformée, et qu'en fait, toutes les informations qu'elle a, c'est un biais sur le réel. Et en fait, le réel, il faut le découvrir de manière presque complètement vierge de tout ce parasitage permanent. Et à notre époque, en fait, c'est une ascèse. Il faut le vivre de manière ascétique, c'est-à-dire se débarrasser de ces choses-là et essayer d'aller vers le réel de manière aristotélicienne et sans préjugés. C'est tout ce que ne veut pas que le système fasse. Voilà, donc je pense que donc ce rôle-là, les médecins corrompus, parce qu'il y a les bons médecins, et c'est aussi toute la question de comment dire, moi je pense que ne pas utiliser son intelligence, c'est un péché, c'est quelque chose de grave. En effet, moi je suis chrétien, donc si l'intelligence de l'homme elle est faite à l'image de l'intelligence humaine, on doit utiliser son intelligence. Si on ne l'utilise pas, quel que soit son travail, que ce soit du boulanger au médecin, au policier ou autre, si on ne le fait pas, eh bien, on cesse d'être un humain, on devient une sorte de chose. Et alors ça tombe bien parce que leur projet, c'est qu'on soit des objets interconnectés d'un système qui serait régi par ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle. Voilà, quel mot? Ça c'est pareil, tous les jours on entend parler de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on réfléchit à ces termes-là? Intelligence artificielle. Ça ne veut rien dire, en fait. Une intelligence qui serait artificielle, ce n'est pas l'intelligence. C'est une machine, donc c'est autre chose. Ça veut dire que ce sera piloté par d'autres gens qui continueront d'avoir une intelligence humaine avec un projet derrière. Voilà. Ouais. Je pense que vous mettez le doigt sur vraiment un élément extrêmement important, c'est l'endoctrinement du corps médical.
disons, sa capacité limitée finalement à accéder à une forme de vérité. Alors, il n'y a pas une seule vérité, mais en tout cas, une vérité statistique, par exemple, etc., et d'être à l'écoute de cela. Il y a une question aussi certainement de protection d'une caste. On arrive quand même à un niveau qui donnerait plutôt envie de se protéger. Et c'est vrai que pour ceux qui sont sortis des rangs, ceux-là en payent souvent le prix fort. J'aurais juste encore une question concernant les statistiques également, c'est les années potentielles de vie perdues, puisque lorsqu'on touche à des personnes âgées, on sait bien que voilà, on arrive à la fin de la vie, et donc les années potentielles de vie perdues lorsqu'on décède à un âge inventé est relativement modeste. Mais dès lors qu'il s'agit de personnes jeunes, que l'on voit vraiment fortement impactées par la vaccination, est-ce que tu as essayé d'approcher cette question d'années potentielles de vie perdue? C'est extrêmement difficile à mettre en place. Bon, déjà, il y a la notion d'espérance de vie qui est pourrie et qui ne permet pas de faire ça. Sur les années potentielles de vie perdue, j'aimerais juste qu'on réfléchisse 2 secondes. Il y a tout eu un pataquès sur le fait que les Français auraient perdu 6 mois d'espérance de vie à cause du Covid. Du coup, on les a quand même enfermés et emmerdés pendant plus de 3 ans. Hein. Donc on a perdu 3 ans de vie pour une perte de 6 mois. Enfin, les calculs, ils sont pas bons quand même. En termes économiques, enfermer quelqu'un pendant 3 ans pour lui dire que comme ça, il va vivre 6 mois de plus, c'est débile. Enfin, c'est quand même exceptionnel, quoi. Donc même chez les personnes âgées, ce qui a été fait en termes d'exclusion sociale, de destruction de vie, etc., c'est colossal. Mais les gens ont accepté de perdre tout espace de vie pour espérer vivre 6 mois de plus, mais enfermés. Enfin, ça n'a pas de sens. Bref. Bon, pour les jeunes, c'est difficile. Ce qu'on arrive à montrer, là, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que il y a quand même des statistiques qui montrent qu'on a des jeunes qui meurent trop. Alors, il y a une loi européenne normalement qui existe qui dit que si on prouve statistiquement quelque chose en lien avec un vaccin, mais juste une corrélation, on inverse le paradigme et c'est au vaccinateur, ou plutôt à l'industriel, de prouver que son vaccin est parfaitement sûr. Et donc les statistiques que je produis, en théorie, sont utilisables pour attaquer les industriels en disant qu'on a des statistiques significatives de morts et que c'est aux industriels de montrer que ça ne tue pas les gens. Le problème principal de mon raisonnement, c'est que justement, c'est de la statistique et donc c'est macro. Pour l'instant, je ne trouve pas de médecins ou d'avocats qui comprennent ce que je raconte parce qu'ils demandent il meurt de quoi? Mais on n'en sait rien. Et personne ne sait de quoi meurent les gens. Même à la fin, quand sur un certificat de décès, on met, je sais pas, thrombose ou un truc comme ça, c'est toujours multifactoriel et on ne sait pas ce qui a provoqué l'arrêt cardiaque de la personne. Et donc, c'est extrêmement pratique pour l'industrie pharmaceutique que tout le monde se fourvoie dans des causes extrêmement précises qui sont absolument introuvables et improuvables, alors que la seule statistique qu'on a qui est fiable, c'est juste décès, point barre. Et la cause sous-jacente, on s'en fout. L'important, c'est juste qu'on ait une personne décédée. Et normalement, on devrait se focaliser sur cette stat macro pour dire que pile pendant les vaccinations, on voit qu'il y a des décès. C'est prouvé statistiquement avec Patrick Meyer, qui est un chercheur belge. On avait réussi à se faire publier dans le cadre d'un colloque international de bioinformatique. Voilà. Donc on a même réussi à avoir un tampon mainstream, on va dire. Du coup, maintenant, on devrait pouvoir utiliser ça pour attaquer. Bon, pour l'instant, c'est pas fait, mais j'ai un vrai problème de réussir à faire comprendre la puissance de la statistique. La statistique est puissante si on comprend que ça permet juste d'avoir le début et une fin et qu'à la fin, c'est une boîte noire. Au milieu, je veux dire, c'est une boîte noire. On s'en fout voilà, de la cause, du machin. On a le truc final, le décès, le début, la vaccination. Tout le centre, ça ne concerne pas la statistique et c'est particulier à chacun. On peut faire de la stat avec ça. On est trop différents pour ça. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même un vrai problème de stratégie et de compréhension sur la question statistique. En regard de le prochain virus X par grippe aviaire, quelle va être la chose que vous allez changer dans votre pratique? Est-ce que vous allez prendre le problème différemment? Regardez, qu'est-ce que vous ferez différemment de ce que vous avez fait
pour ce Covid qui nous est arrivé dessus, comme ça? Est-ce que vous avez des choses que vous allez changer, des sources que vous allez prendre différemment et des anglages différents? Parce que là, elle vient, là, ils ont déjà commandé les vaccins, ils veulent nous la refaire. Et est-ce que vous allez changer quelque chose? Alors, moi, je ne sais pas. J'espère que les gens, eux, vont peut-être changer quelque chose. Et qui ne se feront pas avoir 2 fois si vite. Voilà. L'escroquerie précédente, c'était H1N1. Tu as parlé de la crise financière de 2009. Oui, ça arrive, oui. Voilà. Donc, juste après la crise financière, il y a un méchant virus. Tir d'essai. Voilà. Qui est invisible dans la population. Sauf que si on tue les gens, ils meurent un peu plus. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Oui, ce qu'on a prouvé scientifiquement, c'est que quand on soigne moins les gens, ils survivent moins, et quand on les tue, ils meurent un peu plus. Ça, on a une vraie preuve scientifique de ces dernières années. Mais autrement, il ne se passe rien. Donc voilà, 2008, crise financière mondiale. Derrière 2009, prétendu virus H1N1. Comme ça, on renfloue les caisses de l'industrie pharmaceutique et on permet au système de tourner. 2020, on était de nouveau en marasme économique. Je ne vous fais pas l'histoire économique au milieu. Il y a les quantitative easing en 2015, etc. Ce qui fait que toute la monnaie européenne, c'est une monnaie de singe. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'économie est morte en 2008. À partir de 2008, la totalité de la monnaie en circulation ne vaut rien. C'est-à-dire qu'elle n'est pas appuyée sur quelque chose de tangible. Et la plus grosse partie de la monnaie est sur les marchés financiers. Donc les puissants qui nous dirigent ont une quantité de monnaie qui est colossale, et ce qui fait que nous, ce qu'on possède et ce avec quoi on va acheter notre pain, on fait nos courses, c'est insignifiant. Mais la totalité de tout ce qu'on a, nous, est insignifiante par rapport à ce qu'il y a sur les marchés. Ce qui veut dire qu'ils sont passés au stade de maître du monde et qu'on a une espèce d'économie fantôme qu'ils essayent de faire survivre tant bien que mal, tant qu'on n'est pas en système complètement totalitaire. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on se dirige vers un totalitarisme que tout le monde attend, puisque avec une économie morte, soit les gens obéissent au doigt et à l'œil à tout ce qui se passe, ou autrement ils risquent de se rebeller en découvrant que ce qu'ils ont sur leur compte en banque, c'est zéro, globalement. Donc à chaque crise a sa petite prétendue épidémie dont on n'a pas de traces statistiques, encore une fois. Et pour l'épidémie X, c'est la même chose. Sauf que, en termes économiques, on est dans le même merde qu'avant. Il n'y a pas tant la crise qu'on avait qui pointait son nez en 2020, donc je ne suis pas sûr qu'ils appuient autant. Puis c'était il n'y a quand même pas si longtemps que ça. Je vais le redire, mais moi, je n'ai pas la moindre trace qu'il y a la moindre épidémie X, et ni que ça existe. Et d'ailleurs, j'ai un désaccord profond avec tout un tas de copains résistants qui font la promotion en disant, leur discours c'est oui, mais le Covid, c'est virus, c'est une bio-weapon inventée en Chine, mais elle n'était pas si grave que ça, donc ils ont exagéré. Mais attention, la prochaine sera vraiment grave. Moi, je suis contre ce genre de discours, parce qu'il n'y a pas la moindre trace qu'il y a eu aucune épidémie qui s'est vraiment appelée Covid-19. Mais si on fait croire aux gens que ça existe pour de vrai et qu'il faut juste s'attendre à la prochaine, du coup, le coup d'après, on les prépare à adhérer quand ce sera vraiment grave. Enfin, moi, je suis complètement contre le fait de tenter de justifier ce qui s'est passé en Covid-19 en disant qu'il y avait un problème de degré. Mais quand le degré sert suffisamment, la réponse devrait être à un degré supérieur. Ce n'est pas un problème de degré, c'est un problème de principe. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, mercredi, on va discuter avec Jérémy Mercier. Pouvez-vous tuer votre grand-mère en lui rendant visite? Mais c'est une vraie question qu'on devrait se poser. À partir de quel moment quelles sont les preuves qu'il faut pour vous convaincre que vous êtes un danger mortel sur pattes et que vous allez tuer vos voisins? Voilà, c'est vraiment une question qu'on doit se poser avant d'accepter quoi que ce soit. Et donc pour moi, le X, là, c'est la même escroquerie que le Covid, sauf on commence à faire chier les canards parce que les humains en ont un peu marre, globalement. Enfin, sauf ceux qui continuent à se déguiser en canard. On en croise encore dans la rue. Bref. Ceux-là, ils auront peut-être droit au vaccin contre la grippe aviaire. Mais voilà, moi j'en suis là, donc je vais utiliser les mêmes principes pour expliquer, je pense, les mêmes choses. Et juste là, sur des animaux, j'aurais probablement moins de statistiques à montrer. Juste le fait qu'on est dans le même type d'escroquerie, on fait peur aux gens pour rien. Et que si les animaux sont malades dans des endroits confinés en batterie, c'est parce qu'ils sont en batterie qu'ils sont malades, et ça n'a rien à voir avec un virus qui aurait été lâché par une plume d'une oie sauvage au-dessus de l'usine. Ce qui est l'explication qu'ils donnent, je rigole pas. Oui. Ouais. Mais sur cette question, je dirais c'est toujours... En fait, une fois qu'on a compris
comme disait, les principes ou le modèle finalement de base. En fait, on comprend que c'est la gestion par les chocs successifs. Et en fait, c'est l'état d'urgence permanent. Et il faut nous maintenir sous état de stress vital permanent pour être. On est constamment. C'est le berger qui laisse rentrer le loup dans la bergerie. Et en fait, c'est eux-mêmes qui installent les conditions de l'insécurité. Et on est dans une forme d'insécurité permanente. Donc, on ne sait plus à quel sein se vouer. On attend quelque chose. En fait, il faut sortir de cette anxiété-là sur tous les sujets. Vous savez, c'est comme dans ce film où il y avait cette phrase là, qu'est-ce que ça fait de vivre dans la peur? Voilà, c'est un peu ça. On nous fait vivre dans la peur en permanence. Est-ce qu'on veut vivre dans la peur ou est-ce qu'on veut vivre normalement? C'est très compliqué puisque naturellement l'homme étant mortel, donc il a besoin de la peur pour se préserver des dangers. Mais ces gens-là ont pris le contrôle de ce levier-là et ils l'utilisent à toutes les sauces. Et ça va être les pandémies, ça va être les attentats, ça va être autre chose. Et ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ils vont induire à un moment donné un attentat pour qui ils vont ensuite focaliser là-dessus. Il y aura toujours cette chose-là. Et quel est le fonctionnement globaliste? C'est qu'en plus, avec cette idée de catastrophe naturelle, en fait, ils veulent s'approprier les ressources naturelles et le contrôle des sociétés. Et en fait, ils doivent utiliser les peurs et utiliser les ennemis, fabriquer des ennemis, voire nous empêcher de voir les ennemis réels qui existent. Le premier ennemi, c'est eux. Mais les catastrophes naturelles, les pandémies, toutes ces choses-là sont en plus des ennemis parfaits pour justifier un système global, puisque quand vous avez des guerres, c'est reste localisé, c'est face. Alors vous avez les Russes, voilà. Mais là, si vous avez c'est pas les Russes, mais le virus, voilà, vous avez un ennemi mondial qui nécessite l'union de toute l'humanité face à cet ennemi. Et ça, c'est, depuis le tribunal de Nuremberg, c'est ce qui est acté. Il y a les crimes contre l'humanité. Donc il y a les criminels contre l'humanité. Le meilleur criminel et chaque nouveau criminel contre l'humanité justifie une croisade des démocraties ou de ceux qui s'autoproclament démocratie contre cet ennemi. Et cet ennemi change régulièrement. Mais le meilleur ennemi qui existe, c'est l'ennemi naturel. Là, les virus, il n'y a plus de questions idéologiques, il n'y a plus rien. Personne. C'est une cause sacrée pour tout le monde. Donc, ils vont essayer d'axer là-dessus. Voilà, pareil, le réchauffement climatique, ces choses-là, notamment sur les nouvelles générations qui sont dépolitisées. Alors, qu'est-ce que c'est là aussi Moi, j'appartiens peut-être je me rappelle, une des dernières générations qui avait encore une conscience politique. C'est-à-dire, c'est quoi la conscience politique? C'est la conscience de la distinction entre l'ami et l'ennemi. C'est ça le politique. Voilà. Eh bien, que ça soit un ennemi de classe, que ça soit un ennemi autre chose. Il y a quand même ce rapport, l'idée que la vie, c'est une lutte aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous veulent du mal. Voilà. Même si vous voulez du bien, il y aura des gens qui veulent du mal. Et on a élevé les humains occidentaux et les jeunes générations dans l'idée qu'en fait non, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que les gens ont tellement de mal à s'imaginer que un gouvernant peut vous vouloir du mal et tout. Enfin, pour moi, ça m'a toujours semblé naturel qu'un puissant soit pas forcément quelqu'un de gentil, et que donc toute la chaîne de décision depuis le sommet de la hiérarchie jusqu'à nous, pas forcément motivée que par des bonnes intentions, mais déjà des intentions de contrôle. Si on voit les choses déjà en termes de contrôle et même pas de bien ou de mal, mais vraiment de rapport entre puissants et de dominé-dominant, déjà on comprend plus les choses. Et donc comment on va appréhender les prochaines crises, mais moi ça sera comme ça, sous cet angle de confrontation et de rapport de force. Voilà. Et déjà à partir de là... L'argument principal qu'on nous présente pour la gravité de la surpopulation, c'est dire l'épuisement des ressources, et particulièrement les énergies fossiles, vu que dans notre société moderne, c'est ce qu'on utilise. Alors on nous dit que même si on a par exemple des choses comme le gaz ou le pétrole de schiste, on a bientôt un pic pétrolier, donc il faudra absolument réduire notre consommation et aussi la surpopulation. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ça? Moi, je dirais juste sur ça une chose, c'est l'argument assez intéressant, ce que j'entendais Jean Covici, donc qui est le spécialiste en France de ces questions-là, enfin qui se proclamait comme spécialiste, qui en fait avait un raisonnement qui était formidable. Il disait, regardez, on voit que maintenant les gens consomment moins parce que moins de choses sont produites finalement, parce que c'est plus dur à produire, parce que le pétrole devient plus difficilement accessible. C'est-à-dire, à aucun moment
les gens consomment moins à cause de la dette et à cause du fait qu'en fait, le système tient sur la dette. Et en fait, toute l'astuce de ces gens-là, ça va être de reporter l'artificialité de ce système qui tient sur la dette sur cette idée de c'est basé sur les ressources qui vont être épuisées. Donc, enfin, je veux dire, l'inventivité humaine fait que s'il y a un problème, on cherche à le résoudre. Et je rentre même pas sur les questions du pétrole, savoir si les origines réelles du pétrole, est-ce qu'il est abiotique, etc. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a une volonté. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours, en fait, tout ce qu'on nous dit, on ne le dit pas pour rien. C'est qu'il y a un discours dominant à toutes les époques. Il y avait un dissident soviétique qui est reparti vivre en Russie à la fin de sa vie, que vous connaissez, parce qu'il a vécu en Suisse, Zinoviev, qui disait à mon époque, finalement, en Russie, il y avait la Pravda. Bon, ben, vous saviez voilà, vous ne lisez pas la Pravda et vous étiez en dehors de la propagande. Il disait en Occident, vous allumez, enfin, dans le monde contemporain, on va dire, vous avez plein de chaînes de télévision, donc vous avez l'idée que vous aviez une diversité. Et c'est pire parce qu'en fait, ça crée de la confusion et les gens croient que. Et ils n'arrivent plus à éviter la propagande. Voilà. Mais donc, tous ces discours-là qui nous sont resservis ne sont pas resservis pour rien. Je vais juste finir sur la question du pétrole, où j'ai interviewé il n'y a pas longtemps Christian Gérondeau, qui est sensible à cette question depuis longtemps. Et j'ai rencontré une personne plus âgée que Christian Gérondeau, dont le père bossait chez Total. Donc on est au début du XXe siècle, et qui se marrait déjà dans les années 60, où on annonçait qu'il n'y aurait plus de pétrole dans 10 ans. Et du coup, dans les 60, on disait qu'il n'y aurait plus de pétrole en 70, etc. C'est toujours 10 ans après. Ça fait, presque, ça va faire un siècle que ça dure, cette histoire. C'est assez intéressant. Et je vous conseille le sketch de Raymond DeVos sur la catastrophe. Hier, on nous a dit que la catastrophe était pour demain. Mais aujourd'hui, si mes calculs sont bons, c'est que la catastrophe est pour aujourd'hui. Mais on m'a dit qu'elle est toujours pour demain. Mais il faut se poser des questions. Est-il vraiment raisonnable de toujours repousser à demain la catastrophe que nous pourrions avoir aujourd'hui ? Oui, bonjour à tous. Une question peut-être plutôt pour Pierre Chaillot. Est-ce que vous avez des fois des interactions avec d'autres collègues statisticiens ? Parce qu'il me semble les statistiques, on se base quand même sur des sources, des chiffres qui sont les mêmes. Les façons de travail doivent être quand même standardisées. Les gens il me semble qu'il n'y a pas ou peu de personnes qui montent au créneau comme vous pour défendre ces conclusions. Comment les gens l'expliquent ? Est-ce que c'est du désintérêt, de l'incompétence ou le refus de changer une vision du monde ? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Alors, j'ai des interactions avec mon épouse qui est statisticienne. D'ailleurs, on a 3 enfants, mais bon, c'est autre chose. D'ailleurs, mon épouse a été obligée de vérifier mes calculs au fur et à mesure, puisque voilà, je l'ai embêtée avec ça. Mais j'ai eu des collègues statisticiens qui sont venus me voir. Il y en a un parmi l'ensemble où c'est assez significatif, je pense, de l'interaction qu'on a eue. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Décoder l'écho, il y a quelques abonnés. Et au début de cette histoire, j'ai commencé à publier des choses en disant que c'était des conneries, le Covid, enfin que les statistiques n'étaient pas alarmantes du tout. Et j'ai un collègue qui bossait. Alors, au moment où j'ai fait cette vidéo-là, je bossais plus à l'INSEE, je bossais à la région, mais c'est pas grave. Juste avant, c'était quasiment mon collègue de bureau. Donc, le bureau d'en face. Donc, je savais très bien dans quoi il bossait. Et il me dit sur ma chaîne YouTube en commentaire, mais tu ferais bien de te taire, tu vas finir par assassiner des gens, tu es quelqu'un de dangereux à dire que le Covid, c'est pas grave, tu vas tuer des gens, il faudrait que tu te taises immédiatement. Ce à quoi j'ai répondu, bon merci cher monsieur, même si je savais qui c'était, pour votre remarque. Vu que vous êtes statisticien, est-ce que vous pouvez juste prendre le nombre de personnes qu'il y a en France par âge, le nombre de décès, pour calculer le taux de mortalité par âge en France qu'il y a eu en 2020, et puis le comparer à 2019, 2018, juste faites cet exercice, et ensuite on rediscute. Son métier, c'est un ingénieur de l'INSEE, son métier c'était de prendre les données et de les diffuser sur Internet. Donc c'est-à-dire qu'il les avait sous les yeux en permanence. Donc je lui disais juste de faire une division avec des données qu'il avait sous les yeux tous les jours. Il m'a répondu « Non, mais de toute façon, t'es qu'un complotiste parce que le monde dit que t'es un complotiste. » Jamais
Je n'ai réussi à lui faire une division. C'est un ingénieur Bac+5 payé par l'INSEE au sein de l'INSEE qui utilise les données tous les jours. Je n'ai jamais pu lui faire le calcul du taux de mortalité par âge. Je pense que ça donne une idée de pourquoi les gens ne se bougent pas sur le sujet. Et les collègues que j'ai qui se sont penchés dessus, ceux qui ont produit des études, ont suivi le moule qui leur était demandé, à savoir le Covid, c'est grave, il y a une hécatombe en 2020. Les rares personnes qui ont dit, dont j'ai entendu parler, qui ont dit que c'était des conneries, que ça n'allait pas, on leur a dit, mais tais-toi, il faut dire aux gens que c'est dangereux pour les protéger. Voilà. Donc tout le monde était dans le moule, se sont creusé la tête pour pouvoir dire que c'était dangereux, choisir le bon graphique pour faire croire qu'il se passait quelque chose, parce qu'il fallait les protéger les gens contre eux-mêmes, quitte à leur mentir. Voilà. Mais de manière bienveillante, hein. Tout ça c'est de gauche. Hein. Enfin, Alors, quel genre de statistiques ils ont pu faire pour dire que le vaccin protégeait des effets graves, c'est-à-dire de la mort? Après, il y a la question des lots de vaccins aussi. Je ne sais pas si Oui. tu as étudié ça, peut-être. Mais... Oui, alors je vais répondre sur l'aspect statistique, et si tu veux, je te laisserai compléter sur l'aspect conviction des gens et endoctrinement sur le sujet. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous prenez les études de Pfizer ou de Moderna. Dans mes conférences, jamais personne... J'ai des gens vaccinés, hein, certaines personnes qui se sont fait avoir ou bien qui ont eu des effets indésirables ou autres, qui se sont rendus compte après et qui viennent ou qui se posent des questions. Mais je pose toujours la question aux gens vaccinés, ils ne savent pas répondre pourquoi vous êtes-vous fait vacciner, c'est-à-dire quelle est la promesse donnée par Pfizer ou Moderna aux gens vaccinés. C'est-à-dire, pour pouvoir vendre les vaccins, Pfizer et Moderna ont produit une étude qui promettait une certaine efficacité, c'est-à-dire que leur vaccin allait faire quelque chose. De quoi protègent les vaccins Pfizer et Moderna? Je vous pose la question, ça protège de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont prouvé? Alors ça c'est après, mais Pfizer et Moderna promettent quelque chose. À quoi sert le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna? Ils servent à quoi? Non. Transmission, non. Exactement. Les vaccins sont basés sur les tests. C'est-à-dire que ni Pfizer ni Moderna ne promettent à qui que ce soit qu'on sera moins malade une fois vacciné. C'est pas vrai. Les deux sont basés sur les tests positifs. Ils promettent aux gens, une fois que vous serez vacciné, eh bien, vous aurez moins de tests positifs. C'est leur seule promesse, hein. Sachant que la manière la plus simple de réaliser leur étude, c'est on ne teste pas les gens vaccinés, comme ça ils n'ont pas de test positif. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, très probablement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le pass sanitaire, comme ça on ne testait pas les vaccinés, et on pouvait dire, regardez comme c'est efficace, il n'y a que les non-vaccinés qui ont les tests positifs. Bah oui, c'est les seuls qu'on teste. Donc on avait des vaccins efficaces, et qui répondaient à la promesse en plus. Hein. Mais du coup, tout discours de dire ça rend moins malade... Ça, c'était sur les plateaux télé. Ou bien ça évite les formes graves. Ça sort de rien. Ça évite la contagion, ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est rien. C'est-à-dire que ce sont des médecins de plateau télé, probablement payés par l'industrie, ou juste des abrutis. Ceux qui étaient les payés, c'était les plus intelligents du tas, je pense, hein, très clairement. Mais du coup, ça sort de nulle part. C'est-à-dire que ce sont que des discours qui n'ont même les fabricants ne le promettent pas. C'est quand même fou d'avoir eu des politiques, des médecins, des gens qui ont inventé des trucs où même les fabricants de vaccins ont dû se regarder. On a fait ça, nous? Non, et juste, ils ont laissé dire. Donc, on en est là. Donc, juste à dire aux gens, mais pourquoi vous dites ça? Pour rien. Il n'y a rien qui a été proposé en ce sens-là. C'est une invention pure, médiatique et politique. Donc déjà, merci de scruter l'histoire. Je trouve que c'est très instructif. Et donc, vous avez évoqué la période eugéniste dans les années 20-30. Et donc, vous évoquez les deux frères Huxley. Moi, je pensais qu'il y avait un méchant et un bon. Et d'après ce que vous dites, Aldous Huxley, en fait, il annonce le scénario en tant qu'ingénierie sociale, quoi, pour nous préparer à accepter peut-être l'inacceptable. Là, je ne peux pas me mettre à sa place. Parce que ce que je vois, c'est que ça fonctionne. En tout cas, lui, il est celui qui montre le projet tel qu'il est réalisé. Et d'ailleurs, il montre que c'est un projet
un projet inhumain. Donc il y a un aspect dystopique. Je pense que lui, il avait la culture classique, donc il voyait bien que c'était un projet. Enfin, il voyait les aspects problématiques du projet. Après, ce que je vous dis, c'est dans la partie quand on voit le manifeste des généticiens, toute cette partie-là, en fait, on voit que Huxley est à la fois critique, mais par exemple sur cette question de surpopulation, même dans le Retour au meilleur des mondes qu'il écrit dans les années 50, il dit voilà, ça y est, le projet a avancé. Mais il continue de parler de cette manière-là, sur cette question-là. Il y a aussi les correspondances privées, où on voit qu'en fait, il est... Après, on peut dire que c'est une correspondance privée, on dit ce qu'on veut, mais ça éclaire un peu le personnage, sur la pensée de la personne, sur le fait que quand il dit, oui, 80% ou 95% des Anglais sont des abrutis finis, enfin, il y a vraiment une vision élitaire de se dire, voilà, il y a trop de gens qui servent à rien, et nous, on est l'élite, et on doit... organiser la société selon ça. Après, effectivement, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant, Le meilleur des mondes, c'est parce que en fait, il n'aurait pas pu écrire ce livre-là s'il n'y avait pas ces éléments à sa connaissance. Et en fait, c'est comme ça, souvent, on parle de récits d'anticipation, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est de l'anticipation. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont souvent... Bon, après, je ne parle même pas de l'industrie hollywoodienne, hein, où c'est que ça. C'est que même la critique est une préparation à accepter le projet et voire aussi à refuser la critique, puisque oui, c'est comme dans tel film, ou c'est comme dans... Voilà. Et donc ça prépare les esprits. On est préparé, par exemple sur l'idée d'intelligence artificielle, on est préparé depuis des décennies à ces questions-là. Et donc c'est jusqu'où va l'adhésion. Il faudrait vraiment que j'étudie vraiment la biographie d'Huxley plus précisément pour savoir jusqu'où il adhérait ou pas au projet. Ce que je vois, c'est que quand on voit la famille Huxley, on a une lignée de gens qui sont donc le grand-père qui était déjà proche de Darwin, qui va forger le terme même d'agnosticisme pour lutter contre l'Église à son époque, qui va vraiment appuyer la théorie de l'évolution. Là encore, une théorie avec quand même des grands trous dans son fondement théorique, mais qui nous est asséné comme un dogme religieux, en fait. Hein. Et encore une fois, il n'y a pas plus religieux que la personne qui croit ne pas avoir de religion et qui se vit entièrement sur la raison raisonnante. Donc, et on est dans quelque chose comme ça on a la même question avec George Orwell aussi. Hein. George Orwell, lui, quand on lit 1984, quand on le relit, on se rend compte que finalement, c'est plus ambigu que ce qu'il apparaît. Quand on se pose sur la biographie d'Orwell, là aussi on voit quelqu'un qui a travaillé dans la police britannique durant l'occupation birmane, qui après a fait les émissions avec la BBC, qui finalement a amené un petit peu aussi qui était peut-être pas si neutre que ça, en fait, qui travaillait avec les services britanniques, hein, donc qui a amené lui aussi une critique du totalitarisme, mais qui était vue sous l'angle finalement libéral britannique qui correspondait à des intérêts géopolitiques bien compris. Donc il faut toujours voir, en fait, comme ce que disaient les marxistes autrefois, d'où parle la personne, en fait, et quels peuvent être les intérêts derrière. Sur la question de l'eugénisme, cet affrontement eugénisme, on pourrait dire de droite et de gauche, si on veut, durant les années 20-30, ça c'est très intéressant parce que ça n'est effectivement jamais abordé, et on va avoir des personnages qui vont... on prend Alexis Carrel, qui était un eugéniste qui a travaillé avec la fondation Rockefeller. Comme il a été du côté de Vichy et qu'il a soutenu le national-socialisme, après-guerre, sa mémoire est en quelque sorte épurée, alors que les eugénistes globalistes, eux, vont continuer à avancer et à être promus, mais ils vont devoir justement changer d'habit, en quelque sorte, ils vont devoir muer. C'est ce que va faire Julian Huxley, justement. Quand il est, à l'époque où il est président de l'UNESCO, il va aussi écrire un manifeste où il parle où il utilise le terme transhumanisme. Et il dit, en fait, en quelque sorte, l'eugénisme n'est plus utilisable tel quel, même le vocable eugénisme. Donc il faut un autre terme. Et le terme sera le transhumanisme. Et le transhumanisme, qu'est-ce que c'est ? Même pour Huxley, tel qu'il explique, c'est finalement l'évolution. L'homme est une phase de l'évolution. Donc l'évolution de tout le vivant est arrivée à un moment où en fait l'évolution ne peut presque plus se faire par elle-même sans l'action de l'homme sur lui-même. Et donc il doit pousser une nouvelle étape
de l'évolution elle-même. En fait, si on creuse même jusqu'au bout, on voit qu'il y a une vision même théopolitique derrière, qui est l'idée que finalement l'esprit, en fait la matière précède l'esprit, et progressivement la matière émerge de l'esprit. Elle a pris la forme humaine et maintenant elle doit passer à un nouveau cap. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un aspect irrationnel dans leur vision du monde profond qui remplace la religion, en fait. C'est comme j'avais montré ça pour Georges Soros, c'est comme le messianisme, cette idée messianique, il faut accoucher d'une nouvelle forme politique qui va presque rédimer l'ensemble du genre humain, qui va le sauver, en fait, et qui va le transformer, qui va rétablir, avec cette idée, cette obsession, par exemple, de revenir à l'âge d'avant l'agriculture. Qu'est-ce que c'est ? C'est revenir à l'Éden. À l'Éden, où il y avait peu d'habitants, finalement, une espèce de paradis terrestre, sans Dieu, où c'est l'homme qui, par sa raison pure, va gérer un système parfait. Donc, merci. Déjà, merci beaucoup aux deux. Je vous ai suivi depuis très longtemps. La question, c'était qu'est-ce que vous pensez du transhumanisme, peut-être aussi transhumanisme via les injections, et par rapport à la dépopulation, qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que seront les projets de dépopulation? Est-ce que ça sera toujours par des vaccins ou par les chemtrails ou d'autres empoisonnements? Voilà. Moi, je pense que c'est une guerre invisible qui utilise toutes sortes de vecteurs qui doivent, par essence, être furtifs et être dissimulés aux populations. Vous parliez des chemtrails. J'ai réalisé une étude pour le site que j'anime, Strategica, sur justement les armes météorologiques. Et c'est Brzezinski, fondateur de la trilatérale, un des grands penseurs de la géopolitique, pas juste anglo-américaine, mais vraiment mondialiste, qui expliquait dans les années 70 que avec les armes météorologiques, il pourrait y avoir dans l'avenir, il y aura des formes de guerre qui se dérouleront, mais qui ne seront connues que par certaines parties des appareils de renseignement. Donc je pense qu'on est dans quelque chose comme ça, en permanence, en fait. On vit une forme de guerre invisible qui vise à accoucher, donc une nouvelle forme politique. Bon, là, on le voit, et ça prend différentes formes selon les vecteurs qui sont utilisés, selon les populations qui vont être frappées. On ne ferait pas la même guerre à des Palestiniens endurcis qu'à des Européens habitués à la société de consommation. Donc forcément, on adapte les vecteurs à la cible. Et donc voilà, donc le projet pour moi, maintenant il est assez. En fait, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est que de plus en plus de gens comprennent la nature du projet, comprennent qu'en fait la société occidentale n'est pas comment dire. Le libéralisme n'est pas neutre. Ce qu'il y a derrière, c'est vraiment un projet de globalisme totalitaire, d'accaparement des ressources par ceux qui ont mis la main sur qui ont créé le système de la dette, et d'enfermer, en fait, de se débarrasser des inutiles. Vous savez, il y a cette vidéo-là qui vient d'apparaître à Paris, ce livreur, ou je sais pas, qui est en scooter, qui veut rentrer, qui n'a pas de passe, et il dit « tirez-moi dessus, je veux travailler ». Ça, c'est le cri d'avenir de je veux travailler. C'est-à-dire, non, tu ne pourras pas travailler, parce qu'ils ont prévu, dans mon livre, je parle de ce forum qui est une sorte de forum de Davos, le World State Forum, qui avait eu lieu l'édition de 95, c'est là que par exemple Brzezinski était aussi intervenu sur cette question. C'est ça la 4e révolution industrielle, c'est en fait comment faire tenir un système avec juste 20% de gens qui produisent. Voilà, donc qui produisent quelque chose qui a à voir avec ce système. Et le système, c'est l'économie basée sur le virtuel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des autres ? Ce sont les inutiles dont parle Hariri, et qu'il faut réduire par différents moyens. Et sans qu'ils se révoltent, sans qu'ils se coalisent. Alors, ça n'aurait pas été possible, je pense, dans des époques précédentes. C'est possible dans une société post-libérale, post-société de consommation, où on est atomisé, on n'a même plus des masses, comme à l'époque du communisme, on a des multitudes, c'est-à-dire des gens qui... Donc on est finalement déconnectés les uns des autres. C'est pour ça, même la distance
les gestes barrières, toutes ces questions-là, la distance. Pour moi, ils ont comme déchiré je dirais, la trame quantique de la société, en fait. C'est vraiment, ils ont écarté les atomes sociaux de manière à ce qu'on n'ait plus l'interaction normale. Voilà, alors, mais vraiment, ça se répare en partie, mais pas partout, hein, suivant les personnes qui ont... Donc ils vont essayer, effectivement, de toute façon, ils ont toute une batterie d'éléments, mais à mesure... Par exemple, des conférences comme ça, moi, ça fait des sujets comme ça fait quinzaine d'années, vingtaine d'années que je m'y intéresse, il n'y aurait pas eu autant de monde. C'est à chaque coup qu'ils donnent, à chaque crise, ça agglomère de nouvelles personnes qui comprennent qu'il y a un problème. Et donc, ils augmentent la taille de leur ennemi. Mais il faut bien avoir en tête que il y a un ennemi. Et il y a pour moi, pendant la crise, c'était clair. Pendant le Covid, c'est clair. Il y avait les amis, c'est ceux qui refusaient le masque. Les ennemis, ils étaient masqués en quelque sorte. Voilà. Et donc, ils ont réussi à créer une sorte de corps politique, les gens masqués, qui adhèrent à leur projet, ou ceux qui sont forcés d'être masqués, et ceux qui refusent. Voilà, donc c'est... Voilà. Il y a une question posée sur le transhumanisme qui rejoint la question de Philippe, la première sur le rôle des médecins dans tout ça. Et je pense que les médecins et la médecine moderne a inclus l'idée transhumaniste dès ses fondements, notamment par la question de la vaccination, dans l'idée qu'il fallait améliorer l'humain, que dès sa naissance, il est imparfait, et qu'il faut donc vacciner de façon à en faire des surhommes ou des hommes meilleurs. Bon, c'est aussi un pacte républicain qu'on fait en acceptant de rentrer dans la République par la vaccination pour remplacer le baptême religieux. Enfin, il y a un système de culte et de culture qui se met en place au même moment, mais du coup, le médecin devient à la place du prêtre, et c'est la personne qui est vue le plus régulièrement par la société, puisque les gens doivent y aller et faire suivre tout leur enfant tous les temps de mois pour le faire suivre, donc il y a des rendez-vous réguliers quand on est jeune et après quand on est plus âgé, avec le dépistage, etc. Et donc, la pierre angulaire du système de gestion de la société, le médecin a été mis au centre dès le départ, avec une formation d'instruction où tout est balancé avec du par cœur, des QCM pour répéter ce qu'on est demandé. La vaccination, je ne sais pas en Suisse, en France, il y a une formation de 2 jours chez les médecins où on leur répète, ça c'est sûr et efficace, et ça a guéri tous les gens, et ça les a protégés de la mort, et ça a sauvé des millions de vies, point. Voilà. Ce qui fait que tous les médecins vaccinent. Nos enfants on a découvert le poteau rose que depuis l'histoire Covid, et ils ont reçu 14 vaccins chacun, étant petits, hein, voilà. Mais du coup, voilà, tu posais la question du médecin. Je pense qu'au sein de ce système, ça a été bien organisé pour le mettre voilà, comme pierre angulaire, comme premier répéteur, se trouvant au sein des familles et ayant la science infuse sur la santé des gens, quoi. Non, mais ce que tu viens de dire sur le rôle de la vaccination. Disons, le rôle de la vaccination, c'est que la vaccination, effectivement, dans le rôle du médecin, revêt une situation centrale dans la mesure où la vaccination a ce site particulier qu'elle s'adresse à des personnes en bonne santé. Donc il s'agit, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, de rentrer dans une forme de transhumanisme, c'est-à-dire d'améliorer la capacité naturelle des personnes à résister à un virus ou un agent pathogène, mais de leur donner un traitement avant pour leur permettre de résister à ces agents pathogènes de manière meilleure. Donc on est déjà dans un homme augmenté par la vaccination qui lui confère des capacités naturelles qu'il n'aurait pas ou qu'il aurait diminuées. Donc la vaccination s'adresse à des personnes en bonne santé. En rupture avec le premier principe, primum non nocere, ce qui fait que la vaccination ne devrait pas exister. D'ailleurs, je vous rappelle ce qu'on m'a dit à l'époque lorsque j'ai évoqué, lorsque j'ai vu, donc je faisais partie d'une société médicale vaudoise, et je leur ai parlé quand j'ai vu la pression qui s'exerçait pour une vaccination dont on ne connaissait pas, l'efficacité. Je leur ai rappelé que le corps médical devait rappeler à la population qu'elle était libre d'accepter ou pas une vaccination, qui me paraît quand même assez essentielle. La réponse que j'ai reçue, c'est « tu es un danger public ». Donc Mais ça, ce que vous décrivez, ça a des ressorts très profonds, en fait. Parce que c'est pas pour rien que quand Macron fait son premier discours, il parle de guerre. Parce qu'en fait, ce qu'on exige là de la population, c'est de s'automutiler, d'accepter quelque chose qui est complètement anormal en échange d'un reste de liberté du monde d'avant. Et moi, je m'interrogeais longtemps, je me disais, mais comment autant de gens peuvent ne pas voir de problème, finalement, accepter ce pacte fou, en fait. Bon, c'est déjà que progressivement, peut-être tout au long de leur vie, ils ont été habitués par tout un tas de renoncements successifs jusqu'à celui-là. Mais tout de même, celui-là, c'est un cap.
Je pense que c'est basé sur la notion de toute société est basée sur le sacrifice, en fait, sur la notion de sacrifice. Et en fait, on était pendant le Covid, on nous a fait revenir en fait à quelque chose comme pendant une guerre, on concède à des sacrifices auxquels on ne concéderait pas en période de paix. Il y a un ennemi, on est prêt à se battre, on va perdre des proches, mais il faut combattre cet ennemi, donc on va perdre un peu de soi-même. Voilà. Donc ils ont réussi à nous plonger dans à plonger les gens qui adhéraient à ça, dans cette ambiance-là. Et en fait, c'est vraiment la notion de sacrifice. Et dans les sociétés contemporaines, en fait, on passe progressivement. Ça, c'était Youssef Inny qui l'avait bien montré à l'époque sur Stratégica. Il avait fait des articles sur ça, et même un livre, où on passe de la société de consommation à la société de consommation, en quelque sorte. Et progressivement, on doit se poser la question, quel est le sacrifice qui est au centre de nos sociétés, en fait. Pendant des siècles, c'était finalement le sacrifice du Dieu fait homme. En fait, c'était ça qui régissait en quelque sorte de manière implicite, même explicite, les sociétés occidentales. Et si vous sortiez de ce schéma-là, vous étiez un hérétique. Vous étiez hors de donc vous étiez hors communion. Vous ne pouvez plus communier. Là aussi, vous ne pouvez plus ingérer quelque chose qui compense un manque que vous avez en vous. Parce que finalement, ça, c'est dans l'homme. C'est la question de la mort. Comme nous sommes tous mortels, regardez le symbole même de l'OMS, c'est le caducée, c'est le symbole ancestral de la vie, en fait. Et en fait, c'est parce que effectivement, l'homme est mortel, donc il lui manque quelque chose pour vivre. Eh bien, la science moderne, la médecine moderne va vous donner des succès d'années de communion, des succès d'années finalement de ce qui est dans les mythes est présenté comme quelque chose qui vous rendra éternel. Et là, dans l'esprit moderne, c'est comme on est complètement matérialiste, il faut que ça soit quelque chose qui soit qui en fait soigne le corps et plus l'esprit. Bon, voilà, par exemple, la vaccination, c'est un bon avatar de ces choses-là. Mais il y en aura d'autres. Et c'est cette question du sacrifice. C'est-à-dire, on a aussi des élites. Tant qu'on avait des élites chrétiennes, ou en tout cas dans un cadre chrétien, ils devaient respecter, je pense, un peu plus leur population. Quand on a des élites qui finalement reviennent au paganisme, en fait, eh bien, on revient à ce qui était dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire les sacrifices et même les sacrifices humains. Merci. J'aimerais revenir aux statistiques. J'ai entendu que les statistiques là, présentées pourraient être utilisées pour déposer une plainte. De quoi y a-t-il besoin comme plainte? Connaissez-vous l'affaire Ursula von der Leyen? Avez-vous consulté l'avocate? Voilà, comment est-ce qu'on pourrait avancer concrètement sur ce terrain C'est au sujet des victimes. Comme je l'ai dit, un effet indésirable, même si vous avez un jeune en parfaite santé, il se fait vacciner et 2 jours après, il décède sur le terrain de foot sans signe invocateur. L'industriel, si vous attaquez tout seul, l'industriel pourra dire « mais non, vous ne pouvez pas prouver que c'est le vaccin ». Et l'industriel a raison. En revanche, il y a une loi qui est passée il y a quelques années au niveau du Parlement européen. Il faudrait trouver le texte exact, mais l'idée, c'est que si jamais il y a une trace statistique, il se passe un événement dans la population, eh bien, dans ces cas-là, s'il y a quelqu'un qui se plaint et qui se trouve dans la trace statistique, on doit considérer que c'est à l'industriel de prouver. Donc on inverse la notion de preuve, et là c'est lui qui doit prouver. Mais il y a cette notion de preuve statistique qui est introduite. Il faudrait relire la loi, je ne suis pas spécialiste. Mais voilà, ça concernerait plutôt des gens qui se trouvent dans les traces statistiques que j'ai montrées, c'est-à-dire qui ont perdu un proche à la suite de la vaccination, par exemple, notamment dans la traîne que je montre qui est à la suite des grandes vaccinations de masse, de femmes qui ont perdu un bébé, ou maintenant qu'on voit qu'il y a des problèmes de chute de fertilité, des femmes qui ont des problèmes d'aménorrhée. Voilà, donc c'est plutôt, je pense, plutôt sur des cas, des assauts de cas des victimes qui pourraient se saisir de cette question en utilisant la trace statistique derrière. Bon, ce que je dis, c'est de la théorie. Mon point de vue personnel, c'est que comme tout le système est faisandé, juridiction, juge compris à l'intérieur,
tant qu'on n'a pas de changement de système politique, de toute façon, on peut toujours porter plainte en ayant raison. En ce moment, ça a peu de chances de fonctionner. On a vu pendant la crise, en France en tout cas, on est censé avoir ce qui s'appelle une constitution, voilà, qui en théorie est passée au-dessus de toutes les lois, et le pass sanitaire notamment était anticonstitutionnel. Mais même les journaux ont titré, hein, sur Le Monde, on voyait des cris, alors oui, c'est pas constitutionnel, mais là, ça va passer quand même. Donc, de toute façon, on est dans un système actuellement qui est... c'est Sarkozy qui a arrivé avec la notion de décomplexé. Voilà. On a un système parfaitement décomplexé, où même sur les textes qui sont juste des garde-fous, pas spécialement protecteurs, même ça, on s'en fout. Et on peut... et voilà, au niveau du Conseil constitutionnel, on a des anciens copains de la République nommés par les copains actuels, etc., qui font tout passer. Voilà, je pense qu'au niveau européen, c'est la même chose. Donc, même en ayant raison d'un point de vue juridique, il y a assez peu de chances de gagner quoi que ce soit actuellement. Moi, ce que je fais, alors on me demande ce que je fais souvent, moi, ce que je fais, c'est que je fais des calculs et que je mets tout à disposition et que je me débrouille pour que tout ce que je fais soit public. Donc, ma contribution au système actuel, c'est ça. Et ensuite, derrière, si des avocats veulent s'en saisir, des gens veulent porter plainte, ils peuvent utiliser toutes mes données publiques. Moi, j'offre un matériau. Alors, en plus, je ne l'ai pas dit, mais j'ai dit que j'avais pas évidemment, je parle en mon nom, mais en plus, en termes de conflit d'intérêts, moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Décoder l'écho, il n'y a pas de publicité, donc je ne gagne pas d'argent avec ma chaîne YouTube. Tous mes articles que j'ai écrits pendant la période Covid, là, je les ai tous donnés à de la presse Internet libre. Et le livre, j'ai contacté Mélodie de Haut-Mansille pour savoir si elle voulait recevoir mes droits d'auteur. Voilà. Donc, moi, j'ai tout fait de manière publique en disant, voilà, je ne fais pas ça pour gagner quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai plutôt perdu j'ai plutôt des conflits de désintérêt que des conflits d'intérêt. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Bon, j'aime trop parler. Et du coup, voilà, moi, ma contribution, c'est de donner de manière la plus publique possible les résultats de façon à ce que chacun puisse s'en saisir. Mais je ne rentre pas dans les procès, dans ce genre de choses. Je peux contribuer, aider, mais je ne rentre pas en procès. Je vois bien ce qui s'est passé pour ceux qui mettent le doigt dedans. Enfin, voilà. Moi, je préfère utiliser mon temps disponible sur cette planète à contribuer à des choses comme ça plutôt qu'à passer ma vie en procès, quoi. Attends, juste une chose sur ce qu'a dit madame. Oui, il faut bien comprendre que ce qu'on a en face, vous avez vu les exposés qu'on a fait, on a des gens qui sont prêts à tuer, quoi. Donc, si vous vous opposez à eux frontalement, ils ont pas, c'est une mafia, en fait. Hein. Donc, tant qu'on reste dans tout ce qu'on peut faire, nous, c'est dénoncer. Après, il faut effectivement que des gens s'emparent de ça. Et qu'il y ait beaucoup de gens qui s'en emparent en même temps, de manière à ce qu'il y ait des feux allumés partout et que ça commence à prendre une certaine ampleur. Sinon, tant que vous êtes isolé, on vous écrabouille et puis on n'entend plus parler de vous, quoi. Et nous-mêmes, à notre niveau, déjà, comment dire, c'est pas pour rien que c'est difficile d'agir. C'est parce que, déjà, on se met en difficulté professionnelle, après financière, après personnelle, et après, c'est le danger physique qui arrive. Et vous avez des gens inidentifiés qui viennent vous voir, ou des gens qui se dissimulent, ou voilà, je pourrais vous raconter toutes sortes d'anecdotes dans ce genre-là. Et puis vous avez des gens, puis des gens qui meurent aussi, hein, comme la journaliste Daria Dugin, des gens comme ça. Donc, c'est en face, ça ne plaisante pas. Vu ce qu'ils sont prêts à faire, ils lâcheront pas, quoi. Donc, et le problème, c'est ça, c'est qu'on est coincé entre le fait qu'ils ont créé un espèce de paravent mou. S'ils étaient habillés en cuir avec des croix gammées, ça serait plus simple. On pourrait les désigner. Regardez, c'est un petit peu. Non, le problème, c'est qu'ils arrivent avec les oripeaux de la démocratie en utilisant. Vous savez, une des premières sociétés, influentes mondialistes, c'était la société Fabienne. Qui a été fondée à Londres au XIXe siècle. Et bien, leur symbole, le premier symbole qu'ils employaient, c'était un loup déguisé en agneau. C'est encore sur un vitrail qui est à la London School of Economics. La London School of Economics, c'est une école connue à Londres qui forme plein de gens, même Soros, des gens comme ça sont passés par là. Elle a été fondée par des membres de la société fabienne, donc un club de pensée de gens qui étaient de l'orientation dont j'ai décrit, c'est-à-dire libéraux collectivistes, libéraux pour eux-mêmes, collectivistes pour les autres, eugénistes. Voilà. Et donc...
Ces gens-là, leur premier symbole, c'était l'agneau déguisé en loup, le loup déguisé en agneau, pardon. Et donc c'est comme ça qu'ils avancent. Vous voyez, donc c'est difficile face à quelqu'un qui se fait passer pour d'où l'humanitaire, quelqu'un qui veut dire tout le temps. Ils nous ont pour la vaccination, ils nous ont inondés d'images de pauvres enfants qui meurent dans le monde. Vous êtes une brute si vous vous opposez à ça. Donc que je pense de Georges Soros. J'ai écrit un livre entier sur le sujet, vous pouvez le trouver. Oui, bonsoir, je m'appelle Damien. Merci beaucoup, M. Plaquevent et M. Chaillot, pour votre implication impressionnante. Monsieur Plaquevent, est-ce que vous pouvez, au niveau de l'historique de tout ce que vous nous avez dit, resituer le malthusianisme et également le Club de Rome, de façon à lever les éventuelles ambiguïtés par rapport à tout ça, ou au contraire, confirmer qu'il y a un lien par rapport à tout ce que vous avez dit. Le Club de Rome par rapport au malthusianisme, vous voulez dire? Oui, aussi. Oui, oui. C'est un des grands lobbies qui travaillent. C'est eux qui ont produit justement ce rapport Les limites de la croissance, au moment où aussi Paul Ehrlich publiait La bombe P. Donc oui, c'est un des clubs d'influence qui travaille dans ce sens néo-malthusien. Oui, oui, je confirme. Mais il y en a un, il y en a d'autres. Et en fait, de toute façon, ils pourront en créer autant qu'ils veulent parce que... comment dire. Et en fait, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir on retrouve finalement, ils sont pas si nombreux que ça. Enfin, déjà à l'échelle de l'humanité, ils sont pas très nombreux, mais même on retrouve les mêmes personnes dans les différents think tanks. Et en fait, il faut que eux-mêmes, comme un Brzezinski, je vous parlais, on le retrouve dans différents cénacles mondialistes, parce qu'au bout d'un moment, c'est pour ça, par exemple, qu'est-ce que je pense de Soros? Quelqu'un comme Soros, c'est pas, je crois pas à l'idée. Enfin, je leur prête pas des capacités qui seraient celles des capacités d'une divinité. Ce sont des humains comme nous. Par contre, ils sont, vu le niveau de hiérarchie sociale qu'ils ont et de hiérarchie dans l'ordre établi, eh bien, ils ont une capacité à... C'est un petit peu comme ils sont sur le haut du Titanic. Eux, ils voient l'ensemble du panorama. Nous, on est dans les cales, on voit une partie de la chose. Donc, et donc, chacune de ces personnes compte, a une vision et essaye de la faire aboutir. Au final, ils sont peut-être pas si nombreux que ça à être, à être vraiment l'intelligence collective qui dirige ce projet globalitaire. Mais ils ont installé parce que c'est comme ça que fonctionne finalement l'humanité. L'homme, c'est un animal politique, comme disait Aristote. Donc il y a toujours besoin d'une organisation politique. Il y aura toujours une organisation politique. Ça aussi, c'est la grande illusion qu'ils ont réussi à créer, c'est de nous faire croire qu'en fait, on est des individus autonomes. Non, la souveraineté, par exemple, pour nous, Français, notre souveraineté d'individu est en train de disparaître parce que la souveraineté de l'État est en train de disparaître. Quand l'État français aura disparu, nous ne serons plus des individus libres. Et la souveraineté aura été transférée vers d'autres organismes qui sont en train de faire de nous ce qui se passe, c'est-à-dire des sujets d'une autre forme politique, qui se dissimulent parce que si elle était présentée telle qu'elle, les gens la refuseraient. Voilà. D'ailleurs, les gens la refusent de plus en plus, mais comme disait l'autre, la démocratie, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Voilà, la dictature, c'est ferme ta gueule. Donc c'est comme ça. Mais donc c'est un rapport de force qu'il faut enseigner, mais c'est déjà un rapport de force intellectuelle. Et c'est intéressant parce qu'au moins, vivre, c'est combattre. Donc, Bon, puisque on arrive au bout, moi je voulais quand même vous poser une question. C'est que pour conclure, chacun de vous nous donne ses raisons d'espérer. Alors déjà, j'ai vu que ma Cendrillon est rentrée avec ma chaussure. Voilà, au passage, si vous avez d'autres questions, moi je serais ravi d'y répondre. On se mettra peut-être à une séance de dédicace s'il y en a qui veulent avec des livres, puisque j'aurais récupéré mes livres aussi. Des raisons d'espérer. Vous savez, moi je crois pas du tout au grand soir et où on renversera la table pour changer de système politique et on portera tous des fleurs sur nos chapeaux à la place des masques. En revanche, je pense que pour continuer d'exister, il faut rester une minorité importante. Et que on voit d'ailleurs dans certaines images du passé que quand les minorités sont trop peu nombreuses, c'est le moment où elles sont écrasées.
Et que donc, c'est important de garder un système où on discute, où on propage nos idées, où on les fait savoir de façon non pas à devenir la grande majorité, mais être une minorité qui pèse, une minorité juste qui peut désobéir. Et on a vu deux choses. Donc on a été dirigé par des statistiques, mais pas que. On a aussi été dirigé par sondages ces dernières années. Et en France, la quasi-totalité des lois qui sont passées l'ont été, alors que le gouvernement français a dépensé des sommes colossales en sondage pour savoir ce que les gens voulaient. Et donc quand on a imposé le pass vaccinal, puis, enfin d'abord le pass sanitaire, puis le pass vaccinal, c'était après sondage. Le gouvernement savait que ça allait passer crème parce que les gens en voulaient. Les gens voulaient des confinements, du pass. Et donc on a presque vécu en démocratie. Hein. Voilà. Et donc, le fait d'exister et d'être une minorité suffisamment importante qui ne va pas vouloir se confiner, dire non au masque, etc., exister, ça suffit. Il faut être suffisamment visible pour être vu et que les autres s'en rendent compte. Pendant le premier confinement, on n'était pas assez visible. Et même pendant le pass vaccinal, nos amis qui étaient vaccinés ne savaient même pas qu'on existait, qu'il pouvait être possible. Même le principe leur échappait. C'est-à-dire qu'ils pouvaient même mettre leurs enfants à contrôler les passes au marché de Noël. Oui, sachant qu'ils allaient nous refuser l'entrée, mais ils n'en étaient pas conscients. Même ça les choquait d'imaginer qu'ils allaient refuser la place à quelqu'un, alors qu'ils contrôlaient les passes. Mais c'est parce que je pense qu'un des problèmes, c'est de ne pas être assez visible. Et on a vu, quand la vaccination est arrivée à la 2e dose, puis que la 3e dose a été refusée, finalement, le pass sanitaire est tombé. Et beaucoup d'avancées, le rouleau compresseur lancé s'est arrêté du fait que les gens ont arrêté de participer. Donc je pense que l'espoir, c'est ça, c'est de rester suffisamment important, peut-être plus important, enfin moi d'ailleurs j'en fais partie maintenant, pas au début, mais plus important que ce qu'il y avait au départ, de façon à éviter qu'un rouleau compresseur comme ça se mette en branle de manière suffisamment forte, et finalement tout simplement que les gens puissent désobéir avec nous, quoi. Je suis entièrement d'accord. En fait, c'est de la physique sociale. Vous avez une minorité qui a le pouvoir, vous avez une minorité qui comprend qu'il y a un contre-pouvoir, et au milieu, vous avez une masse molle. Et en fait, c'est ce qu'on a vu au moment du pass. Progressivement, des gens commençaient à comprendre qu'il y avait un problème. Et à mesure que ça devenait restrictif pour chacun, eh bien forcément, il y a des gens, ça touchait plus de monde. Et on a vu historiquement les manifestations les plus nombreuses de l'histoire de France. C'était les manifestations anti-pass. Et aussi le rapport de force, toujours. C'est comme au 19e siècle. Hein, c'est par les luttes syndicales qu'on a amélioré les conditions ouvrières. C'est la même chose. C'est toujours... quand on est un certain nombre, là ça a son effet. Et par exemple, donc pendant le pass, eh bien, je pense que certains politiques, dans des villes où, par exemple, moi je vois à Nice, Estrosi, qui rend, enfin le mini-mondialiste local, qui applique toutes les choses, eh bien, sur le pass, quand il commençait à avoir des gens qui allaient manifester jusque devant sa maison, lui, toutes les semaines, au bout d'un moment, je pense que ce petit personnel du mondialisme, c'est pas eux qui décident, eux, ils font qu'appliquer des choses, mais ils font remonter au bout d'un moment. Ils disent, vous êtes bien gentil, mais j'ai pas envie non plus de finir lynché par une foule enragée. Donc, je pense qu'il y a comment dire, intérêt, effectivement, à maintenir une communauté élargie de gens qui ont conscience des choses, parce que eux, quand ils vont amener le coup suivant, eh bien, à ce moment-là, comment dire, ça prendra plus vite et ça prendra sur plus de gens. Donc déjà, il y a ce rapport de force. Et après, à un niveau... Parce qu'en fait, le problème, c'est aussi cette mentalité où, en fait, on attend que ça s'arrête, on attend d'être sauvé par quelque chose. Non, en fait, ce sont des processus. Et nous-mêmes, on doit être dans un processus de résistance, mais en fait, comment dire, d'apprentissage, de nouvelles manières de vivre. Et en fait, pour moi, un bon exemple, c'est les chrétiens des premiers siècles qui vivaient cachés, qui progressivement, par leur mode de vie, sont devenus quelque chose de plus en plus grand, et à la fin tellement incontournable que le pouvoir politique lui-même a dû les accepter, et à la fin, l'Empire s'est christianisé. Voilà. Donc la modalité, c'est un petit peu ça, c'est cet exemple-là. Et après, à un niveau personnel, chacun voit comme il veut, mais je pense que ce qu'on a en face, c'est pas juste, c'est du satanisme politique. Ce sont des gens qui sont vraiment, donc si on va jusqu'au bout, je pense qu'on peut pas résister à un niveau individuel sans un axe spirituel. Mais après, ça, chacun voit. Mais après, mais ça n'enlève pas
le niveau collectif, le niveau politique. Voilà, si on veut, en gros, souffrir le moins possible face à leur projet. Parce qu'eux, ils vont avancer. Hein. Ils n'ont pas d'autre option en plus. Hein, parce qu'ils savent que plus ils vont être découverts, plus ça va être. Enfin, si on leur enlève, c'est un parasite. Si le parasite, si vous l'enlevez, il meurt. Quoi. Ils vont pas travailler par eux-mêmes, non. Donc,